Alors nous avons la chance de travailler depuis, ça fait 5 ans avec, la loi Leonetti, qui était la loi sur le droit des malades en fin de vie et qui est une loi, qui change complètement notre rapport, nous médecins, aux soins et à la loi et au traitement. Alors pour mieux expliciter, c'est-à-dire avant, on avait le sentiment que quand on arrêtait des traitements, on n'était pas dans l'action, dans le faire, on risquait d'être, condamné pour non-assistance à personne en danger et puis aujourd'hui, cette loi nous permet de dire, d'écouter la parole du malade, de faire, en lien avec ce qu'il souhaite, sans prendre le risque d'être accusé justement de non-assistance à personne en danger. Alors pour mieux expliciter, par exemple, la loi Leonetti nous dit que quelqu'un qui est en toute possession de ses moyens, qui est conscient, peut dire je veux arrêter les traitements, je veux qu'on arrête les traitements qui me maintiennent en vie. Et il est en droit de l'exiger. Et si on assure une traçabilité, ça veut dire si on écrit bien les choses, si on respecte certaines procédures, on peut être amené à arrêter des traitements. Alors les traitements, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple un respirateur artificiel. Nous, on a eu la situation d'un patient qui a souhaité être débranché de son respirateur parce que la vie telle qu'elle était lui était insupportable. Alors bien sûr qu'il y a une façon de faire et la loi nous dit, quand on arrête un traitement, on doit prodiguer des soins palliatifs pour que la personne reste dans le confort. C'est pas l'euthanasie, ça veut dire qu'on va pas injecter une substance qui va le faire mourir, on va arrêter un traitement qu'il estime, lui, disproportionné, ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. Et puis, il nous est dit que pour quelqu'un qui n'est pas conscient et qui n'est pas en capacité de donner son avis, on peut alors s'appuyer sur un certain nombre d'éléments pour décider d'arrêter un traitement. Alors, on va s'appuyer sur l'avis de la famille, on va s'appuyer sur l'avis d'une personne de confiance qui l'aura désigné avant, et puis on va s'appuyer sur des directives anticipées qu'il aura écrites dans les 3 ans qui précèdent, et puis on pourra s'appuyer sur l'équipe, et au final, c'est le médecin qui décidera en lien avec un autre médecin. Et ça, c'est une loi qui nous sert en permanence. Alors, par exemple, quelqu'un qui est dément, qui a un Alzheimer, là j'ai eu le cas hier, qui peut plus s'alimenter, est-ce qu'on va mettre une alimentation artificielle? Donc la loi Leonetti sur les droits des malades en fin de vie, je pense que c'est une aide permanente à la décision en fait. Parce qu'elle permet de décider en fonction de est-ce qu'on est dans l'obstination déraisonnable? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut en faire trop? Est-ce qu'on est dans l'acharnement thérapeutique? Est-ce qu'on est dans le respect des droits des malades en fin de vie? Alors, concernant la pédiatrie, alors cette loi existe depuis 5 ans et elle est encore très peu pensée, très peu connue, très peu appliquée. Elle justifie, à mon sens, d'être mieux diffusée. Alors, les jeunes l'apprennent à l'école, enfin, je dirais à la faculté de médecine, mais il y a encore beaucoup de travail. En ce qui concerne la pédiatrie, dans l'expérience que j'ai eue, son application s'est posée dans des cas, par exemple, où on a décidé de ne pas faire de réanimation. Ce sont des enfants qui ont un pronostic catastrophique et pour lesquels on décide que s'ils ont un malaise à la maison, s'ils font une complication aiguë, on va décider de ne pas réanimer. La loi nous autorise à le faire et là, il est dit qu'on ne sera pas accusé de non-assistance en personne en danger. Mais le souci aujourd'hui, c'est que les mentalités, elles sont pas tout à fait en lien avec ça. Par exemple, le SAMU peut dire moi, un enfant qui a un trouble respiratoire, je le réanime. Bien évidemment. Donc en fait, ce que nous dit la loi, c'est qu'il faut écrire. Il faut tracer, il faut mettre quelque part qu'on a décidé que s'il y avait une complication, on ne réanimerait pas. Et donc, c'est un travail, me semble-t-il, à faire vraiment de façon, je dirais, un peu systématique sur des enfants qu'on va garder à domicile et qui prennent le risque de se compliquer à n'importe quel moment. J'ai eu l'expérience d'un petit enfant qui avait une cardiopathie, donc une maladie cardiaque congénitale qu'on ne pouvait pas opérer. Et les parents avaient été informés du risque de malaise à tout instant et de décès. Mais ils avaient souhaité que l'enfant rentre à domicile. Quand moi j'ai vu cet enfant à domicile, tout de suite je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a anticipé? Parce que l'hôpital avait dit, s'il fait un malaise, vous le ramenez.
Donc on s'est posé la question, et si le SAMU intervient? Parce que l'idée, en fait, des pédiatres hospitaliers, c'était de dire, bah, nous, on fera un arrêt de traitement, on fera pas de réanimation. Mais je pensais à ce temps, quoi. Ce temps infini, parce que pour une famille, le temps entre le malaise et l'arrivée à l'hôpital. Donc, on s'est posé la question de faire une directive anticipée qui serait donnée au SAMU avec l'idée... il faut pas le réanimer, cet enfant. Parce que la discussion avait été faite avec les parents. L'erreur qu'on a faite, c'était que c'était un vendredi que moi je l'avais évoqué avec la famille. L'équipe mobile de soins palliatifs m'a fait parvenir un courrier dans ce sens. Moi, je l'ai envoyé au SAMU du 93, et manque de bol, c'est pas le SAMU du 93 qui s'est déplacé. Donc l'enfant a été emmené dans l'endroit qu'il fallait pas l'emmener, et la fin de vie s'est mal passée. Donc je pense qu'un des enjeux du soin palliatif pédiatrique, c'est justement de penser et d'anticiper. Enfin, le maître mot du soin palliatif, me semble-t-il, c'est d'anticiper. D'être toujours un train en avant pour imaginer ce qui risque de se passer, pour que ça se passe le moins mal possible. Et il me semble que c'est vraiment l'enjeu de ces années où on commence à penser la fin de vie en pédiatrie.